Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 4 épisodes sur un outil fascinant de la paléontologie et de la géologie, l'isotopie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de visionner les 2 vidéos précédentes pour mieux comprendre l'utilité de l'isotopie et voir l'étape de l'échantillonnage réalisé dans les collections du musée des Confiances à Lyon. Les liens sont en description. Dans ce 3e épisode, nous allons entrer dans la salle blanche de l'École normale supérieure de Lyon et voir comment préparer les échantillons de dents pour les analyses isotopiques. Le but de ces analyses sera d'étudier le régime alimentaire des mammifères. D'ailleurs, petite interro surprise. Dans le premier épisode, j'ai donné des exemples d'isotopes permettant le traçage du régime alimentaire. Vous vous en souvenez-vous? Il s'agissait du carbone, de l'azote, du calcium et du strontium. Et aujourd'hui, c'est ce dernier élément qui nous intéresse. Maintenant qu'on sait ce qu'on va étudier, allons-y. Déjà, qu'est-ce qu'une salle blanche? C'est un ensemble de pièces dont les conditions de température, de pression et de propreté sont contrôlées. Le but est de protéger les échantillons des contaminations et de pouvoir manipuler des produits dangereux en toute sécurité. Pour entrer dans la salle, il faut d'abord mettre des surchaussures, passer une première porte, mettre une blouse avec une charlotte, passer une seconde porte, et enfin mettre des gants. À chaque fois qu'on passe une porte, on arrive dans une pièce qui est en surpression par rapport aux autres. Cela permet de chasser les poussières vers l'extérieur. Et maintenant, nous voici prêts à travailler. La première tâche qu'on est amené à faire dans cet endroit, c'est la vaisselle. Mais pas n'importe laquelle. C'est une version hardcore où des béchers sont trempés à chaud dans de l'acide nitrique 48 heures, puis l'acide chlorhydrique 48 heures. On utilise des béchers pas en plastique, mais en téflon. Des hottes permettent d'aspirer les vapeurs d'acide et protègent le corps des projections. Et en cas de brûlure, pas de panique. La priorité, c'est de prévenir quelqu'un, et le meilleur remède, ça reste toujours l'eau. Mais il y a quand même la trousse de secours à l'entrée au cas où. D'ailleurs, l'eau du laboratoire est très pure et distribuée à l'aide de cette machine. Une autre phase importante, c'est la préparation des acides dont on aura besoin. Pour cela, on les dilue dans de l'eau. Pour vérifier la concentration des acides, on procède à des titrages avec de la soude et un indicateur coloré. La soude, qui est basique, est ajoutée goutte à goutte et va venir neutraliser petit à petit l'acide. Le but, c'est de trouver le volume de soude ajouté pour obtenir le changement de couleur qui survient à pH neutre. Ainsi, on aura en quantité autant de soude que d'acide, et on connaîtra alors la concentration de l'acide exprimée en N. Pour donner un ordre d'idée, peu concentré, autour de 0,5 N, l'acide colle juste au doigt sans dommage. Mais au-delà de 3 N, ça commence à piquer, alors on prend ses précautions. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la chimie. Celle-ci a pour objectif de purifier les isotopes étudiés, ici le strontium, et notamment les séparer du calcium, un élément qui est tellement abondant dans l'émail et qui va perturber les mesures. La première étape est de digérer les échantillons de poudre d'émail. D'abord, on les pèse dans la balance la plus cool du monde. Puis on ajoute 2 ml d'acide nitrique concentré avec quelques gouttes d'eau oxygénée, avant de porter le tout à 100 degrés. Le but est ainsi de digérer la matière organique pour s'en débarrasser. Ce processus génère des gaz et il faut l'évacuer régulièrement. À la fin de cette étape, on sèche les échantillons pour pouvoir les conserver. La deuxième étape est la séparation des éléments. En effet, pour étudier les isotopes, il faut les extraire des échantillons. Pour cela, on va faire des chromatographies sur colonne. Le principe est de déposer l'échantillon dans une colonne contenant une résine. Celle-ci est composée de petites billes ayant des revêtements spéciaux qui interagissent avec les éléments. C'est un peu comme si la résine était équipée de petites mains qui attrapent ou laissent passer les éléments. Or, cette capacité des mains à attraper change selon le pH dans lequel se trouve la résine. Ainsi, le liquide qui va la traverser, nommé éluant, va déterminer son comportement. Par exemple, avec un pH bas, la main va attraper l'élément, mais avec un pH élevé, elle va le relâcher. Et cette propriété d'attraper ou de relâcher selon le pH est différente pour chaque élément. On va donc pouvoir faire tomber les éléments de manière diachronique,
On va ainsi pouvoir les séparer. Le choix des concentrations se fait selon des méthodes empiriques qui mesurent comment les éléments sont retenus. Par exemple, pour que le strontium tombe mais pas le calcium, il faut une concentration élevée, de 5N, car le calcium ne tombe que si la concentration est très faible. Après réflexion et différents tests, on applique le protocole suivant pour récupérer le strontium et le calcium. D'abord, on va venir dissoudre l'échantillon dans l'acide à 4N grâce à la machine des enfers, la machine à ultrasons. Ensuite, on ajoute comme éluant de l'acide nitrique de concentration 4N, ce qui fait tomber les éléments non étudiés comme le magnésium. Cette fraction est nommée la matrice. Ensuite, on ajoute de l'acide nitrique 5N pour décrocher le strontium et le récupérer en bas de colonne, mais pas le calcium qui reste attaché à la résine. Il ne descend qu'à l'étape suivante où on met simplement de l'eau, donc de concentration d'acide nulle. Après séchage des 3 fractions, on obtient alors ce genre de résidu. Et on a donc réussi à séparer les 3 phases que sont la matrice, le strontium et le calcium. Pour mettre de l'acide, on utilise des pipettes précises pour sélectionner les volumes voulus. Et lorsqu'on a contaminé un embout, on le jette. Et on en consomme un paquet. Une fois l'extraction terminée, on sépare les fractions liquides en 2. Un prélèvement de faible volume permettra de mesurer la concentration des éléments, notamment du strontium. On pourra ainsi contrôler que tout le strontium a bien été récupéré et qu'il n'est pas pollué par d'autres éléments. De plus, en connaissant la concentration en strontium, on pourra calibrer la machine pour l'isotopie. Et justement, le reste du bécher contenant le strontium sera utilisé pour les mesures isotopiques, ce que je présenterai dans la prochaine vidéo. On verra alors comment fonctionnent ces machines fascinantes que sont les spectromètres de masse. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Un grand merci à Danae, la doctorante en géochimie appliquée en paléomamatologie, qui m'a supervisé durant la chimie. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.